Dans l'affaire Bettencourt, le juge Gentil, j'avais été mis en examen, puis j'ai eu un... En octobre 2007, alors que la France découvre pour la première fois le divorce d'un président en exercice, une autre histoire commence, loin des caméras. Derrière les grilles de l'Élysée, deux enfants quittent un monde fait de pouvoir, de garde du corps et de silence imposé. Leur père est au sommet de l'État, leur mère s'éloigne, et eux disparaissent presque totalement de l'espace public. Aucun scandale, aucun cri. Seulement une absence. Que devient-on quand on grandit au cœur de la République, puis qu'on est soudain arraché à cette lumière? La célébrité des parents protège-t-elle vraiment les enfants ou les condamne-t-elle à l'ombre? Avant les silences, avant les départs et les absences, il y a eu l'image parfaite, celle d'un homme politique lancé vers le sommet, porté par une ambition assumée et une énergie qui tranche avec les codes traditionnels de la Ve République. Nicolas Sarkozy incarne alors une rupture. Il parle vite, il agit vite, il promet une France en mouvement. Autour de lui, tout semble converger vers la réussite. Les victoires électorales, les foules, les flashs, et en arrière-plan, l'image d'une famille qui accompagne cette ascension fulgurante. Dans les années 2000, le couple Sarkozy-Attias est omniprésent dans la presse française. Ils apparaissent ensemble lors de grands rendez-vous politiques, dans les coulisses des campagnes, parfois même dans des moments plus personnels savamment cadrés. La France découvre une nouvelle manière de conjuguer pouvoir et vie privée, plus moderne, plus exposée. Pour le public, cette famille symbolise un équilibre rare, l'autorité politique et la réussite intime. Une narration rassurante, presque idéalisée. Judith Sarkozy est encore une enfant lorsque son père gravit les derniers échelons du pouvoir. Son quotidien se transforme sans qu'elle en ait réellement conscience. Les lieux changent, les écoles, les visages autour d'elle. La sécurité devient une constante, chaque déplacement est encadré, chaque sortie est observée. Pour une fillette, ces contraintes ne portent pas encore de nom. Elles s'imposent simplement comme une nouvelle normalité. Une normalité que peu d'enfants de son âge peuvent comprendre. Margot Attias, de son côté, grandit dans une position plus ambiguë. Elle n'est pas la fille du futur président, mais elle vit au cœur du même système. Elle observe, elle s'adapte, elle apprend très tôt à se tenir légèrement en retrait, à exister sans attirer l'attention. Dans une famille où tout est scruté, cette discrétion devient une forme de protection. Déjà, une frontière invisible se dessine entre ce qui peut être montré et ce qui doit rester caché. Lorsque Nicolas Sarkozy est élu président en mai 2007, la France entre dans une nouvelle ère politique. Et pour les enfants, cette victoire marque un point de non-retour. L'Élysée n'est pas seulement un palais républicain, c'est un univers clos, un espace où chaque geste est codifié, chaque parole mesurée. Les enfants y vivent entourés d'adultes en uniforme, de conseillers pressés, de protocoles stricts. Rien n'y est spontané. Même les moments supposés familiaux portent le poids de la fonction. À cet instant précis, tout semble pourtant aller dans un seul sens, celui de l'ascension. Le père est au sommet, la mère devient première dame, la famille incarne une réussite totale, presque insolente. Peu de voix s'interrogent alors sur ce que vivent réellement les enfants. Leur rôle est implicite, être présent sans être visible, exister sans déranger le récit collectif. Ils deviennent des silhouettes secondaires dans une histoire écrite par et pour les adultes. Mais derrière cette façade brillante, des fissures apparaissent. Les emplois du temps se fragmentent, les absences se multiplient, les priorités se déplacent. Le pouvoir exige une disponibilité absolue, et la famille, peu à peu, cesse d'être un refuge pour devenir un territoire sous tension. Les enfants ressentent ces changements sans toujours pouvoir les formuler. Ils perçoivent les regards, les non-dits, les conversations interrompues à leur arrivée. La presse, elle, continue de raconter une autre histoire, celle d'un président dynamique, d'un couple moderne, d'une famille adaptée aux exigences de son temps. Cette narration publique ne laisse aucune place au doute, encore moins à la fragilité. Et pourtant, c'est précisément dans cette période de gloire que se prépare la rupture. Une rupture silencieuse, progressive, inévitable. Car lorsque la lumière est trop forte, elle ne révèle pas seulement les visages, elle projette aussi des ombres. Et dans cette famille exposée au sommet de l'État, les enfants commencent déjà à glisser vers ces zones moins visibles, là où on n'applaudit pas, là où l'on ne pose pas de questions, là où commence une autre histoire bien différente de celle que la France croit connaître. L'automne 2007 marque une fracture nette.
Le calendrier officiel continue d'annoncer des sommets, des déplacements, des discours. Mais en coulisses, la famille se disloque. En octobre, la nouvelle tombe. Le président et son épouse divorcent. Pour l'opinion publique, c'est un choc institutionnel. Pour les enfants, c'est un séisme intime. À 10 ans, Judith ne comprend pas encore la portée politique de l'événement. Elle ressent surtout la disparition d'un cadre, la fin d'une routine déjà fragile. Les repères éclatent en silence. À l'Élysée, rien ne s'arrête. Les réunions continuent, les dossiers s'empilent, la fonction absorbe tout. Pourtant, dans les appartements privés, l'atmosphère change. Les voix se font plus rares, les gestes se retiennent, les regards évitent. La séparation n'est pas un instant, mais un processus, lent, pesant. Les enfants le vivent sans mode d'emploi. Ils observent les valises, les allers-retours, les absences prolongées. Ils apprennent très tôt que certaines questions n'appellent pas de réponse. Peu après le divorce, Cecilia Attia choisit de s'éloigner. Elle quitte la France, puis s'installe aux États-Unis. Le départ est discret, presque clinique. Aucun adieu public, aucun récit détaillé. Pour Judith, cela signifie une enfance désormais partagée entre deux continents, deux rythmes, deux manières de vivre. D'un côté, Paris, les obligations, la sécurité permanente. De l'autre, New York, l'anonymat relatif, l'éloignement du tumulte politique. Le passage d'un monde à l'autre est brutal. Comment se construit-on quand le foyer n'existe plus en un seul lieu? Margot Attia, elle, vit ce moment différemment. Elle n'est pas au centre de l'attention médiatique, elle n'est pas la fille du président, mais elle est emportée par les mêmes décisions d'adulte. Le départ de sa mère reconfigure tout. Les liens se distendent, les habitudes s'effacent. Elle devient, plus que jamais, une présence silencieuse, une adolescente qui apprend à ne pas faire de bruit, à ne pas attirer le regard, à se fondre dans l'arrière-plan d'une histoire trop grande pour elle. Dans les mois qui suivent, la France s'habitue à cette nouvelle normalité. Le président apparaît seul lors des cérémonies, les unes se succèdent, puis très vite, une autre relation capte l'attention. La vie privée du chef de l'État continue d'alimenter les conversations, mais les enfants, eux, disparaissent des radars. Ils ne sont plus montrés, plus mentionnés, comme si leur invisibilité devenait une nécessité, une protection peut-être, ou une conséquence logique du chaos. Le temps passe, les années présidentielles s'enchaînent. Pour Judith, l'adolescence se déroule loin des caméras. Elle change d'école, de cercle. Elle apprend à composer avec un nom qui suscite des réactions immédiates, un nom qui ouvre des portes, mais qui enferme aussi. Chaque présentation est précédée d'une attente, chaque relation est filtrée. Qui s'intéresse à elle et qui s'intéresse à ce qu'elle représente? La question s'installe, sourde, persistante. Les spécialistes de l'enfance observent souvent que les ruptures familiales, lorsqu'elles se produisent sous un éclairage public intense, laissent des traces profondes. L'enfant ne vit pas seulement la séparation, il vit sa mise en scène implicite. Les silences deviennent plus lourds que les mots, les non-dits remplacent les explications. Dans le cas de cette famille, tout est amplifié par la fonction présidentielle. Il n'y a pas d'espace neutre, pas de zone refuge totalement à l'abri du regard collectif. Au fil des années, un constat s'impose. Contrairement à d'autres enfants de personnalités publiques, Judith et Margot ne cherchent pas la lumière. Elles ne revendiquent pas d'héritage médiatique. Elles ne s'expriment pas pour raconter leur version. Cette absence de récit intrigue. Pourquoi choisir le retrait absolu à une époque où l'exposition est devenue une monnaie sociale? Est-ce une décision mûrement réfléchie ou le résultat d'un apprentissage précoce de la prudence? La biographie officielle de la présidence ne s'attarde pas sur ces trajectoires. Les livres politiques parlent de réformes, de stratégies, de défaites et de retours. Les enfants restent hors champ. Pourtant, leur histoire continue de se dérouler, loin des discours et des bilans. Elle se construit dans les marges, dans les déménagements, dans les appels espacés, dans les souvenirs fragmentés d'une enfance sous surveillance. Ce moment de rupture, amorcé en 2007, ne se referme jamais complètement. Il ouvre une période d'incertitude qui s'étend bien au-delà du mandat présidentiel. La fin du pouvoir politique ne signifie pas la fin de ses effets. Pour les enfants, le titre de leur père demeure. Le passé colle à la peau. Il influence les choix, les silences, les distances. Et surtout, il pose une question qui traverse toute cette histoire. Peut-on vraiment grandir normalement quand la famille se brise sous le regard d'un pays entier?
À mesure que les années passent, une vérité se dessine, lentement. Le véritable choc n'a pas été le divorce en lui-même, ni même l'exil. C'est l'apprentissage précoce de la retenue, de la discrétion comme condition de survie. Une stratégie invisible, mais déterminante. Une manière de reprendre le contrôle là où tout semblait leur échapper. Et c'est précisément dans cette zone, entre choix personnels et contraintes silencieuses, que commence à émerger une autre lecture de leur destin. Avec le recul, une autre lecture s'impose. Ce que beaucoup ont interprété comme une disparition volontaire relève peut-être d'une stratégie de protection forgée très tôt. Grandir dans l'orbite du pouvoir apprend une chose essentielle: la visibilité a un prix. Pour Judith et Margot, ce prix s'est réveillé dès l'enfance. Les regards insistants des adultes, les questions détournées, les amitiés mises à l'épreuve par un nom devenu symbole. Très vite, la discrétion n'est plus un choix esthétique, elle devient une condition d'équilibre. Peu de témoignages existent, et c'est précisément ce silence qui parle. Les rares informations concordent, études suivies sans éclat médiatique, cercles restreints, absence de toute prise de parole publique. Pas de livres, pas d'interviews, pas de revendication d'un héritage politique ou mondain. Dans un monde saturé d'images et de récits personnels, ce refus intrigue. Il révèle une lucidité précoce, celle de comprendre que raconter sa vie, quand elle est liée à un pouvoir controversé, expose autant qu'elle enferme. La pression n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Porter un nom, c'est porter un récit écrit par d'autres. Chaque succès est relativisé, chaque échec est amplifié. La comparaison est permanente. Judith apprend à se définir hors des cadres imposés, à construire une identité qui ne soit ni une prolongation, ni une opposition frontale à celle de son père. Margot, quant à elle, développe une capacité d'effacement qui lui permet d'exister sans justification. Ne pas être attendue, ne pas être commentée, ne pas être assignée. Les spécialistes des familles exposées parlent souvent d'un paradoxe. L'enfant de figure publique bénéficie d'opportunités, mais il hérite aussi d'une charge émotionnelle diffuse, une vigilance constante, une méfiance apprise. Dans ce cas précis, la séparation parentale a accentué ce phénomène. Elle a fragmenté les repères, elle a multiplié les transitions. Changer de pays, changer de rythme, changer de rôle. À chaque étape, il faut réapprendre à se situer. Ce qui frappe, c'est l'absence de rupture visible. Pas de dérive spectaculaire, pas de quête de reconnaissance par l'excès. Au contraire, une continuité discrète, une manière de s'extraire du récit dominant sans le contester frontalement. Comme si la véritable émancipation passait par le retrait. Cette posture n'est ni une fuite ni une capitulation. Elle ressemble davantage à une reconquête de l'intime, un espace où l'on peut grandir sans être réduit à une fonction ou à un héritage. La vérité, finalement, n'est pas un secret enfoui. Elle est diffuse. Elle se trouve dans les choix répétés, cohérents, presque invisibles. Vivre normalement devient un acte de résistance. Refuser la lumière, un moyen de préserver l'essentiel. Dans cette famille marquée par l'exposition maximale, les enfants ont tracé une voie opposée, une voie silencieuse mais déterminée. Et cette trajectoire interroge. Peut-on vraiment échapper au poids d'un nom ? Ou faut-il apprendre à vivre avec, en redessinant patiemment les contours de sa propre histoire ? À la fin, il ne reste ni scandale à révéler, ni vérité spectaculaire à dévoiler. Il reste une question plus inconfortable, plus profonde. Que signifie vraiment grandir dans l'ombre du pouvoir ? Pour Judith et Margot, l'héritage n'a pas pris la forme d'un capital politique ou médiatique. Il s'est inscrit ailleurs, dans une vigilance constante, dans une manière de se tenir à distance, dans un choix répété de ne pas répondre à l'attente collective. Leur histoire rappelle que la célébrité des parents ne s'arrête pas aux portes du foyer. Elle infiltre l'enfance, façonne les silences, influence les trajectoires longtemps après la fin des mandats et des discours. Là où certains enfants de figure publique cherchent à prolonger la lumière, d'autres apprennent à l'éviter, non par rejet, mais par nécessité. Préserver une part de soi devient alors un acte fondateur. Cette discrétion n'efface pas le passé, elle le transforme. Elle permet de vivre sans être constamment ramené à une image figée. Elle offre la possibilité d'une existence qui ne soit ni une justification, ni une opposition permanente.
Dans un monde où tout se montre, choisir de ne pas apparaître est une prise de position, silencieuse, radicale, durable. Alors, que reste-t-il vraiment aux enfants des puissants? Ni le pouvoir, ni la gloire. Peut-être seulement la liberté fragile de construire une vie hors du regard. Et si le véritable héritage n'était pas le nom, mais la capacité de s'en détacher? Cette histoire ne se conclut pas par une réponse définitive, elle laisse une interrogation ouverte. Car parfois, la plus grande victoire n'est pas d'être vue, mais de pouvoir exister sans être observé.